Cordigné qui va accélérer. Oh, il a dévoré Bonjour à tous les fans de basket, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne Pick and Tips pour continuer à parler du basket français au travers de notre série Le Duel. Comme pour le premier épisode de la série, je suis en compagnie de Nico, simple supporter ou fervent supporter du CSP Limoges. Salut Nico, comment tu vas ? Eh ben ça va plutôt bien. Limoges a gagné ce week-end, ça change. Donc aujourd'hui, je serai un fervent supporter. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode du duel. Donc qu'est-ce que c'est le concept du duel ? Donc on choisit deux équipes de Betclic Elite qui sont soit un lien entre elles, par exemple sur le dernier épisode, la JDA Dijon et la JL Bourg, soit les mêmes ambitions. Et on débat sur le duel à travers 4 critères. La qualité du recrutement à l'intersaison des deux effectifs, la complémentarité entre les joueurs, la profondeur de l'effectif et enfin l'expérience de l'équipe, des joueurs et du staff. Pour ce deuxième épisode, on a choisi les deux ogres de la saison, les deux budgets les plus gros du championnat qui ont fait exploser les records cette saison, c'est-à-dire l'Asvel contre la Roca Team. Alors un petit point du coup sur l'effectif de l'Asvel pour cette nouvelle saison. Donc dans les départs, effectivement, on a quand même les deux nouveaux merengues, Hurtel et Yabusele, qui sont partis au Real Madrid, donc, et c'est quand même deux pertes assez importantes, compliquées à remplacer. On avait Mustapha Fall qui a rejoint l'Olympiakos, Carabus 8 qui est parti également. Dans les arrivées, donc, on a quand même des joueurs avec un très beau CV, comme par exemple Chris Jones qui vient du Maccabi, Morgan qui est blessé et du coup pour l'instant remplacé par James Gist. On a le retour de Okobo en Betclic Elite, l'ancien joueur de Pau qui avait cassé la baraque avant de partir en NBA et tenter sa chance. On a les arrivées du petit frère de Giannis Antetokounmpo, Kostas, de l'autre machine à highlight, Victor Wembanyama, qui est quand même un futur prospect NBA, donc à voir comment il va développer cette saison, de Ozetkowski, l'ancien joueur de Ulm, qui peut jouer 4-5, donc niveau qualitatif, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et du coup, Benny, pour toi, pour Monaco, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, beaucoup de départs. Dibost, le Bulgare. Poste 4, aussi une belle perte parce que c'était un joueur auquel on commençait à s'attacher. C'est JJ O'Brien, un joueur assez atypique, très bon shooter mi-distance, qui est parti. Damien Inglis, également le français. Et au poste 5, du coup, les deux pivots sont partis. Mathias Le Sort, très surprenant le départ de Mathias Le Sort, et également le départ de Will Yegete qui a subi aussi une blessure en fin de saison et qui, je crois, est toujours out. Ouais, toujours out pour Yegete pour un moment encore, je pense. Ouais. Et au niveau des arrivées, là, très très gros mercato de la part de l'ASM. Beaucoup d'arrivées de joueurs étrangers. Donc sur les postes arrière, on a tout simplement la grosse vedette du mercato, on peut le dire, européen, Mike James, qui a rejoint les rangs de Monaco. Sur le poste 3, on retrouve encore un joueur qui a surperformé dans notre championnat, Danilo Andzujic, le Serbe, très fort scoreur, très bon pour provoquer des fautes. Le retour de Yakuba Ouattara, et à l'intérieur, sur les deux postes, et oui, ça fait beaucoup de joueurs, on a déjà le Lituanien Donatas Motijunas qui nous arrive en provenance d'Asie. Will Thomas également, qui a joué sous les couleurs de Valence et du Zénith également, donc un habitué à d'Euroleague. Et Brock Motum également, qui avait fini la saison dernière sous les couleurs de Nanterre. Poste 5, Monaco est allé chercher le pivot du CSP Limoges qui a énormément progressé, Jerry Boutsielé, et a fait appel à Donta Hall, un pivot très très athlétique qui peut rappeler sur certaines actions un petit peu l'explosivité qu'avait Eric Buckner et qui est un pivot déjà bien connu sur le rocher. Alors on va commencer avec le premier critère, donc la qualité du recrutement. Alors pour moi, ça va être pour Monaco. Pourquoi Monaco ? Tout simplement pour les joueurs que Benny a cités, du Mike James, du Montejunas, ça fait signer Hall, ça garde une bonne base aussi de joueurs qui aiment la Betclic Elite, et qui ont performé en Betclic Elite, que ce soit Andzušić, tu le fais venir, c'est quand même un plus. Puis même ses premiers matchs confirment qu'il c'est un scoreur hors pair. Il signe Boutsielé, c'est pareil, c'est un pivot qui a énormément progressé sur les dernières saisons et qui l'an dernier a prouvé qu'il était un pivot pour la Betclic Elite de très bon niveau.
Ils ont gardé Falfay, qui a clairement fait le taf. Brock Motu, qui a fait de belles perfs en fin de saison à Nanterre. Paris Lee, bon voilà, je sais que c'est ton chouchou un peu, Benny en plus, mais très très grand joueur, très très bon joueur en tout cas à la main, un très gros energizer. Il court partout, voilà, capable de faire des assists à tout voir en plus. Donc c'est un bon complément du reste de l'équipe. Léo Westerman qui va amener son expérience et puis un peu aussi son côté un peu bagarreur qu'il avait déjà un peu à Limoges, jamais rien lâché. Et puis après, Diallo qui est arrivé pour mettre un peu de défense avec Ouattara aussi, deux joueurs assez physiques, assez athlétiques qui vont vraiment courir partout. À l'Asvel, pour moi, c'est un petit peu en dessous en termes de recrutement. Ils ont fait plus de paris. Costas ou encore Wembeyama, même Osetkowski, c'est un bon joueur, mais ça va peut-être pas le CV d'un Montejunas par exemple. Chris Jones, c'est pareil, c'est un bon joueur, mais ça va pas le CV d'un Mike James, quoi. Je te rejoins complètement. On sait que la différence entre le papier et ce qu'on voit sur le terrain peut être très différente. Mais là, pour le coup, sur le papier, je pense que le recrutement et l'effectif monégasque vraiment est beaucoup plus clinquant. Les noms parlent, il y a des noms qui parlent beaucoup plus. Et il y a des joueurs qui ont déjà joué également en Euroleague, qui ont joué la Coupe d'Europe. Et on a vraiment, j'ai l'impression de voir un effectif totalement Mitrovic compatible. Ça court, ça peut se donner en défense. C'est dans l'impact, c'est dans la dureté. Il y a également du talent en attaque. On sait que parfois les systèmes de Mitrovic mettent beaucoup plus en avant la défense et sur l'attaque parfois ça peut être un peu plus compliqué. Là on a vraiment des joueurs qui sur leur talent individuel peuvent faire basculer une rencontre. Ceci étant dit, j'ai l'impression que le premier point de ce duel sur la qualité du recrutement est décerné à l'équipe de Monaco. La claquette avec autorité. Excusez-moi, c'est la corne là, c'est un coup de corne. On passe donc au deuxième critère, la complémentarité de l'effectif. Là, pour moi, ça sera l'Asvel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé une très bonne base par rapport à l'an dernier. Des joueurs qui ont l'habitude déjà de jouer ensemble et qui ont du vécu. Par exemple, un Mathieu Strazel qui est pourtant encore tout jeune, ça va être sa 3e saison en Betclic Elite. Et voilà, il a déjà joué du coup avec un Antoine Dio, Kaudi, Paul Lacombe, c'est sa 2e saison également, je pense. William Howard, pareil, 2e saison. Lighty, même s'il est pour l'instant rentré aux États-Unis, ce mec, il aura son maillot retiré quand il partira de l'Asvel. Donc ils ont une bonne base et je pense que ne serait-ce que ça va faire que ça va matcher tout de suite. Les autres joueurs vont s'intégrer à ce système. Et même si j'ai été très sceptique sur un TJ Parker, clairement il fait bon boulot et il arrive à faire jouer ses équipes ensemble. Et c'est pas juste des individualités, c'est une équipe qui joue ensemble et qui défend et qui attaque ensemble. Monaco, je pense que ça va être un peu plus des pièces assemblées pour le moment. On verra au fil de la saison aussi, il faut laisser le temps à Monaco de se construire en tant qu'équipe. Mais les signatures un peu tardives aussi, par exemple un Will Thomas arrivé tard, Mike James forcément ça a été tout un feuilleton sur la fin du mercato. Donc il va falloir leur laisser quelques temps, je pense, pour grandir en tant qu'équipe. Ouais, je te rejoins. Sachant qu'on est sur deux équipes qui ont des rosters très profonds. On parle quand même d'équipes qui ont 12, 13, voire parfois 14 joueurs en ajoutant des jeunes. Donc en termes de complémentarité des joueurs, en ayant 14 joueurs, forcément ils ont recruté pour faire en sorte qu'il y a à peu près tous les profils qui puissent exister au basket sur tous les postes. Il y a énormément de polyvalence dans les deux effectifs. Et effectivement, quand on compare cette année les effectifs de l'Asvel et de Monaco, on s'aperçoit qu'à Monaco, tu as Rob Gray qui est le seul joueur qui est resté de la saison dernière avec le jeune de Mace Balou, mais qui n'est quand même forcément pas amené à avoir un gros rôle dans cette équipe. Et par contre, du côté de l'Asvel, on a effectivement, comme tu le disais, des tauliers, des joueurs qui sont là depuis plusieurs années et qui connaissent maintenant le système Asvel, les systèmes du coach, l'ADN de cette équipe. Donc on parle quand même de Antoine Dio, qui est quand même toujours un fort joueur très expérimenté, Mathieu Strazel, comme tu me l'as dit, Paul Lacombe, Charles Kaudi, David Lighty et William Howard. Donc on est quand même sur 5 joueurs qui ont des rôles importants et qui vont être justement les garants de l'identité collective. Donc effectivement, en termes de complémentarité, on voit déjà que collectivement, cette équipe de l'Asvel tourne déjà très bien. Et comme je le disais sur la partie d'avant, j'ai l'impression que dans les équipes de Mitrovic, il a quand même besoin d'avoir ce surplus de talent offensif individuel de la part de ses joueurs. Et on l'avait vu d'ailleurs lorsqu'il était à l'Asvel
qu'il avait sous ses ordres Edwin Jackson quand il avait ce roster-là. Offensivement, collectivement, c'était un peu plus difficile. Là où ce que met en place TJ Parker, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus huilé. Tout le monde connaît bien son rôle. Il y a moins besoin de s'appuyer sur des talents individuels. Donc pour moi aussi, ce point-là va pour l'Asvel. Et je pense qu'il manque aussi un élément à Monaco, c'est qu'ils ont laissé partir beaucoup de monde, et notamment D-Boss qui était un vrai patron. Et je trouve que dans cet effectif, vu que tout a changé, il manque d'un mec qui gueule, un mec sur le terrain qui soit un vrai relais de Mitrovic. Pour l'instant, j'ai pas trop vu se dessiner ce rôle chez quelqu'un. Et alors qu'à l'Asvel, des mecs, c'est des patrons, quoi. C'est clairement Lacombe, s'il est capable d'haranguer tous ses coéquipiers. Un Antoine Dio, même s'il qui n'est pas forcément un rôle énorme, je pense que c'est un joueur il a toujours son mot à dire, je pense, dans le vestiaire. Et ça va être quelqu'un de très important. Exactement, oui. Charles Cahudi, qui est du coup le capitaine depuis de nombreuses saisons. David Lighty. Ouais. Qui fait partie des meubles. Ouais. Alors, le point, j'ai l'impression que là aussi, il n'y a pas trop de débat. L'Asvel. Ça nous fait du 1-1 donc. Un partout, balle au centre. Oh, spectacle! Avec cette passe dans les airs et la conclusion de Loum, c'est sublime! On passe au critère numéro 3, la profondeur de l'effectif. Là encore, je vais choisir l'Asvel. Ça se discute, évidemment. Monaco a un roadster qui est hyper large. Mais je vais dire l'Asvel parce qu'ils ont un roadster où ils intègrent leurs jeunes. Et même si ça se sent pas encore, les petits gamins là, comme Strazel qui lui maintenant a 3 saisons, les Winsou, Njok qui arrivent derrière, ils vont permettre aux gros de souffler souvent. Ensuite, pourquoi la profondeur? Je pense que l'Asvel gagne sur ce critère parce qu'ils ont des joueurs qui sont vachement polyvalents. Un William Howard, ça paraît pas, mais il est capable de jouer du poste 2 au poste 4 dans différents systèmes de jeu. Il a quand même déjà joué meneur quand il jouait au CSP. Charles Cahudi, c'est pareil, c'est un joueur 3-4 et qui est capable de faire plusieurs choses, qui a élargi sa palette offensive, capable de shooter à 3 points et donc de libérer aussi d'autres personnes comme un Paul Lacombe qui ne sera plus obligé de prendre des shoots extérieurs, qui peut attaquer le cercle comme il aime bien le faire. Un Eli Okobo, Chris Jones en poste 1-2, c'est très complémentaire. Jones, c'est un gros shooter. Okobo, c'est un très bon joueur en pénétration. Les deux se complètent bien. Et surtout, c'est 2 passeurs assez bons, je trouve. Okobo, pareil, il est en train de surperformer à la passe. Donc, on a un très bon binôme derrière avec un Strazel qui arrive. Lui, c'est la fougue de la jeunesse. C'est un energizer, court partout, il accélère. À l'intérieur, c'est pareil. On a des profils assez différents. Fall, l'atypique, 2m21, je crois. Une tour de contrôle. Il joue pas forcément beaucoup. Mais quand il joue, on sait qu'il est efficace. Ozetkowski, c'est un poste 4-5 qui a du physique, même un bon physique, mais qui est aussi capable de shooter à l'extérieur, qui a de très bonnes mains. Costas et Victor, ils vont se ressembler un peu plus, avec des mecs avec des segments qui font 3 mètres, mais c'est pareil, c'est des joueurs qui peuvent faire plus de choses qui peuvent faire beaucoup de choses. Et ensuite, on rajoute un David Lighty qui, voilà, clairement, David Lighty à l'Asvel, c'est comme je disais tout à l'heure, et son maillot sera retiré, on sait pourquoi. C'est un joueur qui s'implique, c'est un joueur qui est capable de tout faire. Et c'est pour ça que je trouve que la profondeur de l'effectif, je vais le donner à l'Asvel parce qu'ils ont intégré les jeunes et ça va payer à un moment ou un autre chez eux. Et moi, à l'inverse, je te prends un contre-pied et je vais attribuer ce critère-là, ce point-là, à Monaco d'une courte tête. Parce que je trouve, notamment sur le secteur intérieur, que Monaco vraiment a une profondeur d'effectif que n'a pas l'Asvel. Ils ont 6 intérieurs clairement qui peuvent jouer pratiquement sur les 2 postes. Moti Junas, Will Thomas, Brock Motum, Boutsiele, Dante Hall, Falfay. Ils peuvent jouer quasiment tous au poste d'ailier fort, voire de pivot, avec des profils vraiment très différents. Tu as de l'impact physique, tu as des fondamentaux, tu as du tir extérieur, du tir à 3 points. C'est pour moi hyper profond. Là où sur les postes intérieurs côté Asvel, tu as Wembanyama qui est encore, on va dire, tendre physiquement. Il a vraiment besoin de prendre du muscle. D'ailleurs, il est un peu blessé en ce début de saison et il ne joue pas. Tu vas avoir du Youssouf Afal, comme tu dis, il joue pas beaucoup parce que au niveau cardio, ça peut ne pas tenir et que il a beau être hyper dissuasif, il défend pas encore très bien. Il se fait très souvent, quand même, il faut le dire, sanctionner par les arbitres. Ce qui fait que, mis bout à bout, eh bien, tu as moins d'options et moins d'éléments qui peuvent te produire de façon efficace et sur lesquels tu peux t'appuyer, j'ai l'impression, sur le secteur intérieur côté Asvel. Là où Monaco, vraiment,
Enfin, tu as 6 options et tu sais que ces 6 options-là vont pouvoir te dominer un match. Je mets simplement Monaco d'une courte tête. On sait que les effectifs ne sont pas les mêmes entre le début de saison et la fin de saison. On l'a vu l'année dernière à l'Asvel, où entre-temps, il y a eu des joueurs comme Thomas Hurtel qui ont signé notamment. À la fin de la saison en play-off, Monaco devra laisser un, voire même peut-être 2 joueurs en tribune. Et ça peut avoir du poids. Là où aujourd'hui, l'Asvel construit la majorité de son effectif autour de joueurs français, autour de joueurs JFL. Et ça peut être un désavantage pour Monaco. C'est pareil, tu parlais du manque de diversité à l'intérieur à l'Asvel. Il y a quand même ce que je disais tout à l'heure, Kayudi ou Howard qui peuvent venir jouer sur le poste 4, notamment Howard quand il joue en poste 4. Là, c'est intéressant parce que justement, il arrive à écarter ses défenses. Quand il est en poste 4, c'est un stretch 4, c'est pas un vrai 4, mais voilà, il va pas aller dans la raquette, lui c'est un mec qui va rester sur le côté. Donc c'est pour ça que je trouve que dans la profondeur de l'effectif, la polyvalence de certains joueurs de l'Asvel leur permet d'avoir une profondeur peut-être un poil supérieur. Mais voilà, ça se joue vraiment aussi d'une courte tête pour moi. Bon, on est à égalité, je crois, sur ce critère. Égalité, ce qui va donc faire 1 point pour chaque équipe sur ce critère. Oh non! Non! Ah, il peut rien leur arriver ce soir. On passe au 4e et dernier critère, expérience joueur et staff. Là, je vais aller sur l'Asvel, encore une fois, décidément. J'aime beaucoup cette Asvel cette année. Alors, pourquoi l'Asvel ? Pas forcément que pour les joueurs, mais c'est surtout pour ce que Tony Parker a créé autour de cette Asvel. Il est en train de développer l'Asvel comme une espèce de franchise NBA. Il est en train de mettre beaucoup d'argent dans le staff. On s'en rend pas forcément compte parce que sur le terrain, voilà, on a des joueurs, on a des stars, mais sur le staff, il est en train de développer pas mal de points. Ils ont recruté au moins 5 membres à l'intersaison, dont des kinés, dont un préparateur physique, des personnes pour le développement individuel des joueurs. Et je trouve que là-dessus, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant et très important que beaucoup de clubs français devraient commencer un peu à s'en inspirer à leur échelle avec des moyens réduits, évidemment. Ensuite, oui, pour l'expérience des joueurs, comme on l'a dit plus haut, on a quand même des joueurs qui sont là depuis un moment en Betclic Elite pour la plupart ou qui ont un CV qui parle pour eux. Monaco, certes, ça a recruté pas mal de joueurs qui jouaient déjà très très bien en Euroleague, comme tu disais tout à l'heure, Benny, Andjusic par exemple, ils ont fait revenir Wata aussi dans ce genre de joueurs. Mais je pense qu'en termes d'expérience du très haut niveau, et ça va être un petit peu inférieur, et surtout aussi, je vais en revenir aux critères de la complémentarité de l'effectif. Je pense que du coup, l'Asvel a un meilleur vécu ensemble, a une meilleure expérience collectivement que Monaco. Et je te rejoins exactement sur le même critère. Pour moi, ce qui fait la différence vraiment entre l'Asvel et Monaco, c'est le vécu collectif. On a l'impression de voir d'un côté je dirais pas que Monaco n'est pas une équipe, mais une équipe, l'Asvel, qui a du vécu ensemble, qui est habitué à travailler ensemble, avec le coaching staff également, qui se structure de saison en saison. Et de l'autre côté, un peu une équipe de galactique, avec énormément de noms reluisants sur le papier. Donc, pour l'instant, ça fait le taf, mais on n'est qu'au début de saison, c'est normal. Ça peine encore à convaincre collectivement. Et lorsqu'on va arriver en fin de saison, est-ce que Monaco aura eu assez le temps de travailler, du coup, pour être collectivement on point? Parce qu'on sait que c'est pas évident de travailler quand le mercredi, tu dois aller en Russie, quand le vendredi, tu dois aller en Grèce, et quand le dimanche, tu dois aller à Chalon-Reims. Donc, à voir si collectivement, cette équipe arrive à travailler, à avoir des automatismes, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, cette équipe de l'Asvel sera prête en fin de saison pour jouer les playoffs. Donc, pour moi également, ce critère de l'expérience des joueurs, du staff et du coup de l'équipe est également attribué à l'Asvel. Comme dirait mon pote Antoine Mendy, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Eh bien, je crois qu'on a un vainqueur du coup, non ? Ouais, c'est l'Asvel. J'ai l'impression que effectivement l'équipe ça fait 3-2 pour l'Asvel. Ouais, 3 points à 2 effectivement pour cette équipe de Lyon-Villeurbanne. Un peu à ma surprise, j'avoue, au début, parce que cette équipe de Monaco, on en parle tellement en ce moment que je pense qu'on imaginait que effectivement sur le papier, ça y est, Monaco avait rattrapé l'Asvel, voire même l'avait surpassé. Mais effectivement, collectivement et en termes de complémentarité, voire parfois de profondeur pour toi, l'équipe de l'Asvel est encore un peu supérieure à celle de Monaco.
Après, comme tu disais tout à l'heure, la vérité du début de saison n'est pas forcément celle de la fin de saison. On juge réellement sur le point de départ de la saison 2021-2022. Peut-être que dans 3 mois, Monaco nous fera mentir et sera un ogre d'équipe, jouera en équipe, défendra en équipe, attaquera en équipe. Mais pour le moment, effectivement, je te rejoins. J'ai l'impression que, pour faire un petit parallèle, que Monaco ressemble plus au Monaco de foot qu'il y avait eu il y a quelques années quand ils avaient eu énormément d'investissements. Donc, où c'était plus des joueurs empilés plutôt qu'une équipe tout de suite. On verra comment ça évolue, mais après, je porte la peine. Je pense que Monaco sera quand même à la fin de la saison dans le haut du classement et ils vont se battre jusqu'au bout en Euroleague pour essayer d'aller tirer un ticket pour la 8e place. Ouais, très clairement. On n'a pas parlé des objectifs, effectivement, d'équipe de l'Asvel et de Monaco, mais je pense clairement que d'un côté, on a une équipe de l'Asvel qui est, on va dire, moins sous pression, parce que eux, ils ont déjà validé leur licence pour discuter l'Euroleague de façon permanente. Donc eux, pour le coup, leur objectif, ça va être de faire aussi bien en Euroleague, de se construire par contre un vrai vécu cette saison collectivement pour aller le plus loin possible en Euroleague, mais pour conserver leur titre, et c'est ça qui est important, en Betclic Elite, remporter les coupes nationales également qu'ils vont jouer, la Leaders Cup, la Coupe de France, etc. Monaco, et pour moi, c'est pour ça qu'ils ont recruté de manière aussi formidable et incroyable. Leur objectif principal, je pense, Monaco, cette saison, c'est justement de terminer dans les playoffs en Euroleague pour pouvoir avoir le droit d'y retourner et de rejouer l'Euroleague la saison suivante. Donc peut-être que ça veut dire sur certains matchs en Betclic Elite qui vont peut-être passer à côté et que effectivement le vécu et le championnat, peut-être que ça va être relégué un petit peu au second plan parce que ce qui compte vraiment, c'est de performer en Euroleague. Oui, Mac James, il n'est pas signé pour jouer contre Limoges ou Rouen. Très clairement, l'objectif, c'est de le faire performer en Euroleague, avant tout en Euroleague. L'effectif, ils ont construit avec beaucoup de JNFL, donc ça en dit assez long sur les intentions qu'ils ont en Betclic Elite. Ça sera de jouer le titre, évidemment, mais ça sera d'être surtout très compétitif en Euroleague pour essayer, comme tu disais, de garder leur place pour l'an prochain. Ouais, à l'inverse de l'Asvel, qui a pour but, très clairement, ça va être de tout rafler en France. TJ Parker l'a annoncé, ils veulent tout gagner. Et en Euroleague, ils veulent aussi aller chercher le top 8. Mais voilà, comme tu disais, ils sont un peu moins sous pression, même si ça serait bien pour eux, ça serait bien pour grandir, pour leur histoire, d'aller décrocher le top 8 quand même. C'est ça. Et donc du coup, ce qui veut dire qu'en termes de calendrier, l'Asvel fera tout pour être prêt avec le bon pic de forme qu'il faut pour la fin de saison, pour les playoffs du championnat de France, alors que Monaco, je pense qu'ils vont vouloir cravacher jusqu'au bout en Euroleague et vraiment se mettre le ventre au sol et tout donner vraiment pour aller chercher ce top 8 d'Euroleague, quitte à ce qu'il soit cramé vraiment pour les playoffs du championnat de France. Et là, du coup, ça peut vraiment jouer en fin de saison. Voilà, on en a terminé pour ce deuxième épisode des duels entre Monaco et l'Asvel. L'Asvel, grand vainqueur de ce duel. On espère que ça vous a plu. On espère que vous attendrez nos prochaines vidéos avec impatience. N'hésitez pas à réagir en dessous, à nous donner vos avis, si vous êtes d'accord avec nous sur le vainqueur, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. Et puis aussi, tout simplement, vos réactions, si ça vous a plu ou pas, si vous avez des petites critiques. On est là aussi pour s'améliorer. On débute, on a juste envie de bien faire. On a aussi envie de partager tout ça avec vous. On vous remercie, puis on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.